Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Le loup a toujours inspiré une peur ancestrale à l'homme. Animal réputé sanguinaire, voire démoniaque, y compris jusque dans l'imagerie des contes pour enfants. C'était toujours le cas dans le Gévaudan en cette seconde moitié du XVIIIe siècle, où une mystérieuse bête a semé la terreur pendant 3 ans, tuant une centaine de personnes, principalement des femmes et des enfants. Était-ce un loup, un animal hybride ou rapporté d'ailleurs? Et si l'homme avait joué un rôle dans tout ça? Autant de questions qui subsistent 250 ans après. Suivons donc le parcours sanglant de cette bête dans cette contrée sauvage et pleine de superstitions. Tout commence officiellement en 1764 près de Langogne, quand une jeune vachère rentre dans son village complètement affolée et les vêtements en lambeaux. Elle raconte qu'elle a été attaquée par une bête ressemblant vaguement à un loup, avec une gueule énorme, des pattes griffues et une raie noire sur le dos. Elle dit ne devoir son salut qu'à ses vaches qui ont chargé l'animal. Elle ajoute que cette bête s'est focalisée sur elle, se désintéressant du troupeau. Curieux quand on sait que le loup évite de s'en prendre à l'homme. Le 30 juin, la jeune Jeanne Boulet a moins de chance et est retrouvée partiellement égorgée, toujours près de Langogne. Le 8 août, on retrouve les restes d'une jeune fille de 14 ans égorgée. Tout l'été, on va recenser d'autres victimes et des chasseurs venus de Mende vont organiser des battues qui se révèlent infructueuses. À partir de septembre, on va faire appel au régiment de Clermont-Prince qui stationne dans la région. Une cinquantaine d'hommes sous les ordres du capitaine Duhamel qui vont reprendre les battues aidés de paysans locaux. Paysans qui apprécient peu cette présence car il faut nourrir et loger ces soldats qui n'ont pas toujours une conduite exemplaire. Une de ces battues va réunir 30 000 personnes et on va tuer des dizaines de loups en espérant que la bête soit parmi eux. Finalement, ce déploiement de force va sans doute déplacer la bête plus au nord, en Margeride et dans l'Aubrac, où elle va faire de nouvelles victimes. Duhamel décide de diviser ses forces en 4 pour couvrir plus de terrain et planquer auprès des cadavres laissés sur place, mais sans plus de succès. On commence à se demander si cette bête n'a pas un côté surnaturel. Le 31 décembre 1764, l'évêque de Mende évoque un fléau de Dieu pour punir les hommes de leurs péchés. Ceux qui vont résister à la bête vont être considérés comme des héros, comme Jacques Portefaix, un jeune berger qui protégea 6 de ses camarades, Jeanne Jouve, qui sauva ses enfants d'une attaque devant chez elle, même si son plus jeune fils succomba à ses blessures, ou Marie-Jeanne Vallée, qui planta une lancette dans le poitrail de l'animal. Cette affaire va parvenir aux oreilles du roi Louis XV, qui décide d'envoyer le sieur d'Enneval, un chasseur normand réputé pour avoir tué 1200 loups. Aidé de son fils, il va d'abord collaborer avec Duhamel avant de l'évincer en avril 1765. Lui aussi se rend impopulaire auprès de la population en empoisonnant les cadavres de victimes. Le 1er mai, 2 frères vont tirer sur la bête et la blesser par 2 fois. Mais elle parvient à se relever et à s'enfuir. Le lendemain, Denval et ses hommes suivent la trace. Mais ils apprennent dans l'après-midi qu'une femme a encore été attaquée. Il comprend qu'il n'a pas affaire à un loup ordinaire, surtout que certaines victimes
ont été dénudés et décapités. N'ayant pas plus de résultats que Duhamel, il est congédié par le roi en juillet 1765. En plus des journaux hexagonaux, la nouvelle se répand à l'étranger et en particulier en Angleterre, où on se moque du roi, incapable de résoudre ce problème de prédateur. Sa réputation, déjà entachée par la défaite de la France lors de la guerre de 7 ans, il se doit de réagir en tant que protecteur du peuple et va envoyer son ami et porte-arquebuse François-Antoine de Beauterne. Contrairement à Denval, François-Antoine est persuadé qu'il s'agit bien d'un loup, surtout après l'attaque sur Marie-Jeanne Vallée. Mais désorienté par la géographie du pays, il décide de demander des chiens en renfort. Le 20 septembre 1765, il est averti qu'une bête rôde autour de l'abbaye royale du Bois des Chazes. Il s'y rend et débusque l'animal. Il tire et le touche, mais celui-ci a le temps de se jeter sur lui. C'est finalement un garde-chasse qui va l'achever. Il s'agit effectivement d'un gros loup. Il est ensuite transporté pour être disséqué, puis naturalisé à Clermont-Ferrand. Le loup est présenté au roi dans les jardins de Versailles par le fils de François-Antoine, pendant que le père continue sa chasse en abattant une louve et des louveteaux supposés accompagner le mâle. Le devoir accompli, il quitte le pays le 3 novembre 1765. Officiellement, la bête du Gévaudan est morte. Un épilogue qui ressemble fort à une mise en scène. En effet, jamais la bête n'avait fréquenté cet endroit, qu'on avait défriché au préalable. Et elle portait une trace de piège à une de ses pattes. On aurait même payé certaines personnes pour la reconnaître. Effectivement, moins d'un mois après, les attaques reprennent. Louis XV, prévenu, ne veut plus en entendre parler. Pour lui, l'affaire est terminée avec la mort du loup des Chazes. La bête va poursuivre son carnage toute l'année 1766. En juin 1767, le marquis d'Apcher organise une battue près du mont Mouchet dans la forêt de Thénazère, avec une douzaine d'hommes. Parmi eux, un certain Jean Chastel, paysan lettré, chasseur émérite, éleveur de chiens qui habite non loin de là, mais qui suscite la méfiance des habitants qui le surnomment le fils de la sorcière. Il vient de faire de la prison avec ses 2 fils pour s'être moqué de 2 gardes-chasse et n'a été libéré qu'après le départ de François-Antoine. Son comportement a changé depuis la mort de Marie d'Anty, une fillette de 12 ans avec qui il s'était lié d'amitié. Il se tourne vers la religion et la prière. Il fait même bénir des balles de plomb. C'est lui qui va abattre le monstre le 19 juin 1767 dans des circonstances assez curieuses. Il semble que la bête ait attendu sagement que Chastel ne la mette en joue et fasse feu. Elle est ensuite achevée par les chiens. Comme pour le loup des Chazes, il est complètement disséqué. Les naturalistes de l'époque en conclurent qu'il s'agissait du croisement d'un loup avec un gros chien. Ces restes prirent ensuite la direction de Paris en compagnie de Gibert, le valet du marquis d'Apcher, pour être montrés au roi. Mais celui-ci ne les vit jamais, ou peut-être bien ne voulut jamais les voir. Seul M. de Buffon les examina et confirma la thèse du loup. L'odeur des restes devenant tellement insupportable qu'on se dépêcha de les ensevelir dans un endroit encore ignoré. En tout cas, à partir de cette date, il n'y eut plus aucune attaque à déplorer dans le Gévaudan. Beaucoup de choses ont été dites depuis 2 siècles sur cette macabre affaire. Tout d'abord,
qu'il y aurait plusieurs bêtes, ce qui semble assez plausible compte tenu du grand nombre de victimes sur une grande superficie. L'hypothèse la plus répandue est qu'un homme aurait dressé un animal pour assouvir ses instincts meurtriers. C'est vrai qu'on peut constater deux types de victimes, celles qu'on peut attribuer à un animal et un plus petit nombre qui pourrait être le fait d'un pervers sexuel avec ses corps dénudés et ses têtes décapitées. Deux hommes font figure de principaux suspects. Le comte de Morangiès, tout d'abord, un noble du coin qui aurait voulu, par ce biais, se venger du roi Louis XV. Pourtant, difficile de croire qu'il aurait pu lui nuire à ce point et ébranler la monarchie. Le second, c'est Jean Chastel lui-même. Trop de coïncidences en font le suspect idéal. Éleveur de molosse, arrêt des attaques pendant son séjour en prison, habitant près de son refuge, et cette fin curieuse, comme si l'animal le connaissait et ne s'en était pas méfié. Un dernier point concernant la cuirasse qu'elle aurait portée pour se protéger. Sans doute une légende relayée par un film comme Le Pacte des loups. Elle aurait certainement entravé sa mobilité, alors que tous les témoignages s'accordent sur sa agilité et sa rapidité. Voilà, j'espère avoir résumé assez fidèlement cette complexe affaire. Merci à vous et avec moi, faites vivre l'histoire. Salut!